L'effervescence familière de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris m'enveloppait alors que je passais la sécurité, ma valise cabine roulant silencieusement derrière moi. L'air vif de ce matin de septembre avait caressé mon visage lorsque j'avais quitté mon petit appartement du Marais, et à présent, la chaleur réconfortante du terminal me donnait l'impression d'être enveloppée dans une douce couverture. J'attendais avec impatience ces déplacements professionnels qui, pour moi, représentaient bien plus qu'un simple voyage. Ils étaient l'occasion de m'évader et de grandir, une chance de découvrir un monde bien au-delà de l'atmosphère étouffante de mon foyer troublé en banlieue parisienne. Installé dans la salle d'attente à la porte B32, j'ouvris mon ordinateur portable, plus par habitude que par nécessité. L'écran reflétait mon visage fatigué, et les cernes sous mes yeux témoignaient d'une nuit blanche passée à réviser des tableaux de chiffres pour la présentation de demain à Lyon. Pourtant, malgré mon épuisement, je ressentais ce frisson familier d'excitation au creux de mon estomac. Ces voyages d'affaires étaient devenus mon refuge, le moment où je pouvais enfin respirer librement loin de l'atmosphère suffocante de mon quotidien. La voix du contrôleur de porte grésilla dans l'interphone, annonçant l'embarquement du vol d'Air France. En me joignant à la file, mes pensées vagabondèrent vers le petit carnet bleu que je gardais précieusement dans le tiroir de mon bureau à la maison. Ce carnet avait été mon compagnon constant tout au long du collège et du lycée, chaque page retraçant minutieusement chaque euro gagné et économisé. De mon premier boulot à l'épicerie de Michel, située sur la rue de Rivoli, où le vieux monsieur Durand me glissait 5 euros en plus pour avoir aidé à faire l'inventaire après la fermeture, à mon job du week-end en tant que serveuse dans une trattoria du quartier, chaque centime y était consigné et affecté à mon fonds d'études supérieures. Ce pécule représentait bien plus qu'une somme d'argent, il était l'incarnation de mes rêves d'un avenir meilleur, la clé pour échapper à un passé douloureux. Je me rappelais avec fierté chaque fois que je franchissais la porte de la succursale locale de BNP Paribas, le bordereau de dépôt serré dans ma main. Julie, la caissière toujours souriante qui m'avait vu grandir, m'accueillait toujours avec chaleur et des mots d'encouragement, « Construis ton avenir, dépôt après dépôt ». Et je lui renvoyais un sourire radieux, consciente que chaque transaction me rapprochait un peu plus de mes objectifs. Ce souvenir des visites à la banque me serra la poitrine lorsque je découvris ma place près du hublot, la 14A. J'y rangeai ma valise cabine dans le compartiment supérieur et m'installai, observant les autres passagers défiler dans le couloir. Une jeune mère peinait à installer son siège auto, et je me levai aussitôt pour lui prêter main forte, me rappelant comment ma propre mère peinait jadis avec ce genre de manœuvre avant l'arrivée de mon beau-père. Le sourire reconnaissant de la femme réchauffa quelque chose en moi, me rappelant que la bonté existait encore dans le monde, même si elle semblait avoir déserté mon foyer. Alors que l'avion commençait à rouler sur la piste, je repensai au petit déjeuner tendu du matin. Mon beau-père, Richard, m'avait à peine reconnu, son visage dissimulé derrière un exemplaire du Figaro, comme à son habitude. Son silence, souvent plus coupant que ses rares paroles, était une arme redoutable, employée avec une précision chirurgicale pour me réduire au silence et me faire sentir insignifiante dans ma propre maison. Les moteurs rugirent et je ressentis la poussée habituelle qui me repliait dans mon siège au décollage. Par le hublot, j'observais Paris s'étendre sous moi, la Seine serpentant comme un ruban d'argent à travers la ville. De là-haut, tout paraissait paisible, ordonné, presque magnifique. Si seulement la vie au sol pouvait être aussi simple. Mes pensées s'égarèrent vers les innombrables nuits passées dans ma chambre, casque audio sur les oreilles, laissant la musique étouffer les remarques acerbes de Richard qui critiquait la cuisine de maman, sa manière de nettoyer, son existence même. Depuis son mariage avec lui, il y avait 5 ans, j'avais vu le sourire éclatant de ma mère s'effacer peu à peu, ses épaules voûtées comme si elle se préparait sans cesse à encaisser un nouveau coup verbal. Impuissante, j'avais assisté à l'éteinte progressive de son esprit, telle une fleur se fanant dans l'ombre, tout en me jurant que jamais je ne laisserais quiconque ternir ma propre lumière. La voix d'une hôtesse de l'air rompit mes rêveries pour annoncer notre altitude de croisière à 10 600 mètres. J'acceptai une tasse de café, dont la chaleur amère me réconfortait tandis que je sortais mes documents de présentation. Le travail était devenu mon sanctuaire, un lieu où mes idées étaient écoutées et mes contributions reconnues. Julie, ma patronne, m'avait prise sous son aile dès mes débuts au sein de Walker et Associés Conseil, fraîchement diplômée d'un collège technique. Elle avait vu en moi une détermination à réussir malgré les obstacles, même si moi-même, je n'avais pas encore pleinement conscience de mes capacités.
En examinant les tableaux et analyses devant moi, une fierté intense m'envahissait. Chaque chiffre, chaque analyse minutieusement élaborée représentait un pas de plus loin de la vie que je connaissais, et un pas de plus vers celle que je construisais. Ce fonds d'études, patiemment alimenté, était mon sésame pour obtenir mon diplôme universitaire, voire pour envisager un master en management. Chaque dépôt était pour moi un serment silencieux de surmonter les obstacles dressés sur mon chemin. L'homme assis à côté de moi, une figure paternelle vêtue d'une veste en tweed, remarqua mon intense concentration sur ses documents financiers. « Grosse présentation », me demanda-t-il avec bienveillance. Je hochai la tête, reconnaissante de cette distraction bienvenue. Nous entamâmes une conversation aisée sur la stratégie d'entreprise et les tendances du marché, et pour la première fois de la journée, je me sentis détendue. Voilà ce que j'aimais dans les voyages, ces rencontres inattendues avec des inconnus qui me voyaient non pas comme la belle-fille tourmentée de Richard, mais comme une professionnelle compétente, capable d'apporter sa pierre à l'édifice. Au fur et à mesure que nous évoquions l'évolution du secteur du conseil, je sentis la tension accumulée se dissiper peu à peu de mes épaules. Là-haut, à des milliers de mètres du sol, l'influence de Richard ne pouvait plus m'atteindre. Ses jugements sévères et ses décisions froides semblaient désormais si lointains, chaque kilomètre parcouru devenant une parenthèse salvatrice face aux luttes quotidiennes. Les nuages formant le paysage à travers le hublot constituaient une barrière apaisante entre ma réalité présente et la vie que je laissais petit à petit derrière moi. La voix du commandant annonça notre première descente vers l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Le panorama lyonnais émergea par brèches dans les nuages, le soleil du matin faisant scintiller les immeubles de verre et d'acier. Une nouvelle ville, une nouvelle opportunité, la chance de me prouver une fois de plus. Rassemblant mes documents, je redressai mon blazer et me préparai à l'atterrissage, prête à affronter les défis qui m'attendaient. J'avais attendu ce moment toute ma vie, non seulement pour la présentation, mais pour enfin tenir debout sur mes deux jambes, pour montrer au monde de quoi j'étais capable, malgré les voix qui tentaient de me convaincre du contraire. Le vol vers Lyon se déroulait dans ce calme particulier qui suit le service de boissons et précède l'atterrissage. Par le hublot, le paysage se transformait en un patchwork de champs méticuleusement cultivés. Je venais de relire ma présentation une dernière fois et m'accordais enfin un moment de répit quand mon téléphone vibra contre ma hanche. Au début, j'avais presque ignoré cet appel. La plupart de mes collègues savaient que je voyageais, et ma mère préférait envoyer des SMS plutôt que d'appeler. Le numéro affiché n'était pas enregistré, mais quelque chose dans l'indicatif régional de la banlieue parisienne fit se serrer mon estomac. Je jetai un coup d'œil à mon voisin de siège, le gentil monsieur en tweed, mais il s'était assoupi, ses lunettes de lecture glissaient de manière précaire sur le bout de son nez. Prenant une profonde inspiration, j'appuyai sur le bouton pour répondre et me retirai discrètement vers l'arrière de l'avion, là où les hôtesses venaient de ranger leur chariot de service. Le bourdonnement constant des moteurs offrait une sorte d'intimité étrange alors que je tenais le téléphone contre mon oreille. « Allô ? Émilie. » La voix qui résonna me glaça le sang. « Richard. » Mon beau-père ne m'appelait jamais en fait, il reconnaissait à peine mon existence même lorsque nous partagions le même toit. Quelque chose n'allait pas. « Vraiment pas, je suis en plein vol, » dis-je, tentant de garder ma voix stable. « Maman va bien ? » La première pensée qui me traversa l'esprit, le premier espoir justifiant ce contact inhabituel. Son rire, dur et dénué de chaleur, se fit entendre. « Ta mère va bien. » Elle est à son club de lecture, en train de papoter avec ses femmes futiles. La cruauté désinvolte de ces mots, lorsqu'il évoquait ma mère, fit se serrer ma main libre en un point. Tout ça pour ton petit compte d'épargne. La façon dont il prononça ces deux derniers mots fit battre mon cœur plus vite. Ce compte était mon secret, mon filet de sécurité, mon avenir. Je ne lui en avais jamais parlé, j'avais même fait en sorte que tous les relevés soient envoyés à une boîte postale spécialement louée à cet effet. « Qu'en est-il » parvins-je à demander, bien que ma gorge se fût asséchée. « Tu pensais vraiment pouvoir me le cacher » répliqua-t-il avec cette intonation suffisant d'assurance que je connaissais si bien, celle qu'il adoptait lorsqu'il croyait avoir le dessus. « Je suis le maître de cette maison. Rien ne se passe ici sans que je sois au courant. » Une hôtesse passa à côté de moi en me jetant un regard inquiet. J'avais dû pâlir visiblement, car elle fit de sa main le geste muet de « ça va ?»
Je hochai rapidement la tête, détournant le regard vers le hublot. En contrebas, les champs laissaient place au vaste quartier périphérique de Lyon, mais je n'y prêtais guère attention. J'ai utilisé ton compte d'épargne pour rembourser mes prêts, déclara-t-il froidement, chaque mot tombant comme un coup de marteau. Tu n'en avais pas besoin, de toute façon tu n'accéderas jamais à l'université. Une fille comme toi? PFFF. Je t'ai rendu service, vraiment. T'as été sauvé de l'illusion de gâcher ton temps. L'avion fut secoué par un peu de turbulence, mais ce choc physique n'était rien comparé à l'impact émotionnel de ses paroles. 6 années d'économie, de petits boulots supplémentaires et de soirées manquées, de plans méticuleusement tracés et d'espoirs envolés, en un instant. Le petit carnet bleu, rempli de calculs soignés et de prévisions pleines d'espoir, n'était plus désormais qu'un registre de rêves brisés. Comment, murmurai-je, même si je savais déjà. Il avait dû trouver les relevés bancaires en fouillant dans ma chambre. Ou peut-être avait-il usé de son charme pour soutirer l'information à quelqu'un à la banque. Richard pouvait se montrer affable quand il le voulait, se présenter comme le beau-père attentionné qui veillait aux intérêts de sa fille. Est-ce important, ricana-t-il. L'argent est parti. Transféré ce matin. Peut-être qu'un jour, tu apprendras à ne pas me cacher quoi que ce soit. Un silence suivit, et j'imaginais presque Richard, assis dans son fauteuil en cuir, faisant lentement tournoyer ce scotch hors de prix qu'il affectionnait tant. Tu devrais me remercier, vraiment. Je t'ai évité la honte. L'université? Les études supérieures? Ce sont des choses pour celles qui ont quelque chose à offrir au monde. Toi, tu n'es que comme ta mère de petits rêves, un esprit étroit. Le haut-parleur se mit à grésiller, annonçant notre descente initiale vers Lyon-Saint-Exupéry. Je n'entendis guère l'annonce, noyé dans le vacarme de mes pensées. Autour de moi, les passagers reprenaient place, les hôtesses effectuaient leur dernier contrôle, tandis que je restais figé, le téléphone toujours contre l'oreille, écoutant la tirade de Richard. J'attends de toi plus de gratitude à ton retour, continuait-il. Après tout, j'ai tout organisé, comme le ferait un bon père. Son ton empreint de moquerie n'échappait pas à mes sens. Pas la peine de me remercier maintenant. On discutera de ton appréciation quand tu seras rentré. Chez moi, le mot résonnait désormais comme une menace. L'idée de retourner dans cette maison, de le croiser à table, en sachant ce qu'il avait fait. Ma main se crispa sur le rebord d'une armoire de rangement, jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mais, sous le choc et le désespoir, autre chose s'éveillait, une colère sourde et déterminée que je n'avais jamais osé ressentir auparavant. Des années de remarques rabaissantes, d'observer impuissante la destruction de l'esprit de ma mère, de marcher sur des œufs chez soi, tout se cristallisait en ce moment précis. « Très bien », dis-je calmement, surprenant moi-même par la stabilité de ma voix. « J'espère que tu ne le regretteras pas, mes mots. » Posés et presque doux, cachaient néanmoins une fermeté que je ne m'étais jamais entendu exprimer. Un silence suivit à l'autre bout du fil. Lorsqu'il reprit, une nuance d'incertitude perça dans sa voix, chose que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Qu'est-ce que ça veut dire, exactement ?»« Rien, répliquai-je, toujours dans ce ton posé. Je dois y aller. L'atterrissage approche. » Sans attendre sa réponse, je raccrochai et baissai lentement le téléphone. L'hôtesse qui m'avait interrogé plus tôt revint, me rappelant gentiment qu'il était temps de regagner mon siège pour l'atterrissage. En regagnant l'allée, mon esprit s'emballait déjà. Richard pensait avoir gagné, avoir enfin brisé ce que lui avait jadis brisé ma mère. Mais il s'était lourdement trompé. En tentant de me couper les ailes, il m'avait, en réalité, libéré de toute obligation de le protéger. Chaque registre minutieux, chaque opération soigneusement notée, chaque petite trahison silencieusement subie, tout cela était désormais une arme à ma disposition. Le gentil monsieur en tweed, qui s'éveilla en moi voyant mon air préoccupé, m'adressa un sourire bienveillant. « Ça va, mademoiselle ?» demanda-t-il en remarquant mon visage désemparé. Je lui rendis un léger sourire en bouclant ma ceinture. « Ce n'est pas un fantôme », répondis-je doucement. « Juste une clarté nouvelle. » Par le hublot, le panorama de Lyon se dessinait, ses immeubles de verre et d'acier s'élevant tels des montagnes modernes. Quelque part dans mon sac, ma présentation attendait, pleine de chiffres analysés et de recommandations stratégiques.
Mais mon esprit élaborait déjà une stratégie différente, celle qui empêcherait à jamais Richard d'interpréter ma bienveillance comme une faiblesse. Les roues touchèrent la piste de Lyon-Saint-Exupéry avec un léger à-coup, mais je n'y prêtais guère attention. Mes pensées restaient suspendues à 10 600 mètres, rejoignant la conversation avec Richard. Ce même Richard qui, il y a 5 ans, était entré dans nos vies avec des cadeaux hors de prix et des promesses creuses, transformant peu à peu notre foyer en un champ de bataille de guerre psychologique subtile. Et pourtant, son dernier acte de trahison m'avait offert quelque chose d'inattendu, la clarté. Pendant que l'avion roulait vers la porte d'embarquement, mon esprit vagabondait vers le jour où Richard était arrivé. Maman avait été si pleine d'espoir, réaménageant sans cesse notre petite maison sur la rue des Tilleuls pour la rendre parfaite. Je me souvenais de la tarte aux pommes préparée selon la recette de grand-mère, dont le parfum sucré emplissait chaque recoin de notre demeure. Aujourd'hui, cette même recette sommeillait sur une étagère à livres de cuisine, depuis que Richard avait déclaré préférer des desserts, sophistiqués, d'une boulangerie haut de gamme du centre-ville. Une annonce parvint par l'interphone: « Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Il est 10h45 et la température est d'un agréable 22 degrés. » Le monsieur en tweed rassembla ses affaires en me souriant chaleureusement. « Quoi que tu traverses, ma chère, souviens-toi que les tempêtes les plus discrètes apportent souvent les changements les plus importants. » Il me tendit sa carte de visite, le professeur Jean-Marc Moreau, département d'éthique, Université de Lyon, en ajoutant: « Si jamais tu as besoin de parler à Lyon, mon bureau t'est toujours ouvert. » Je glissai la carte dans la poche de mon blazer, touché par ce geste inattendu de générosité. En traversant le terminal, ma valise roulant derrière moi, je me sentais étrangement légère. Le choc de l'appel de Richard s'amenuisait, remplacé par une détermination d'acier qui affinait mes pensées plutôt que de les embrouiller. Le trajet en Uber jusqu'au Marriott du centre-ville me laissa le temps de réfléchir. Le panorama de Lyon s'étendait devant moi, la tour Pardieu se découpant au-dessus de fines traînées de nuages, tandis que la Saône scintillait au loin. Ma conductrice, une dame âgée prénommée Gloria, fredonnait de vieux airs de Motown à la radio, ponctuant parfois son trajet en me signalant quelques repères pour détourner mon regard de la détresse visible sur mon visage. « Tu sais », me dit-elle en me regardant dans le rétroviseur, « parfois, les revers les plus douloureux préparent le terrain pour quelque chose de bien plus grand. » Elle s'arrêta devant l'hôtel, refusant mes tentatives d'ajouter un supplément à la course. « Tu as ce regard dans les yeux, ma chérie, celui qui dit que tu ne te laisseras plus marcher sur les pieds. Garde-le bien. » Dans ma chambre du 23e étage, j'étalai les documents de ma présentation pour la réunion de demain. L'univers impitoyable des tableaux et des prévisions me paraissait presque irréel après les événements du matin, et pourtant, il m'offrait une étrange forme de réconfort. Ici, dans ce royaume de chiffres et d'analyses, tout devait s'équilibrer. Chaque action avait une conséquence. Rien ne disparaissait sans laisser de traces. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à mes emails, mes doigts hésitants sur le clavier. Le calme qui m'avait envahi pendant le vol ne s'était pas dissipé, au contraire, il s'était cristallisé en une force plus vive. Avec une précision méthodique, je composai un message à Julie, ma patronne restée à Paris: « Il faut que je te parle d'anomalies financières personnelles qui pourraient nécessiter une intervention juridique. Peux-tu m'appeler ce soir après la présentation de demain ?» Sa réponse arriva en quelques minutes: « Ma porte t'est toujours ouverte. Appelle-moi ce soir si besoin. Quoi qu'il en soit, nous trouverons une solution. » En regardant la silhouette de Lyon se dessiner à l'horizon, je pensais à ma mère, sans doute en pleine discussion dans son club de lecture, tentant de se perdre dans les histoires d'autrui pendant que sa vie semblait lui échapper peu à peu. Ce calme qui m'envahissait n'était ni de l'acceptation ni de la défaite, c'était le calme de quelqu'un qui, après des années d'oscillation, avait enfin retrouvé ses repères. Je déballai ma valise, suspendant mes vêtements avec un soin presque cérémonial. Chaque pièce avait été choisie pour la présentation de demain, destinée à projeter assurance et compétence. Elle me semblait désormais être une armure, me préparant à une bataille bien plus vaste qu'une simple réunion d'affaires. Mon regard se posa sur la carte de visite du professeur Moreau, glissée dans la poche de mon blazer, et je l'en examinai chaque détail avec attention. L'après-midi s'étira, tandis que le soleil déclinant jetait de longues ombres dans la chambre d'hôtel. Assise à mon bureau, j'ouvris un nouveau carnet, pas le vieux registre bleu d'épargne, mais
Un cahier tout neuf acheté dans la boutique duty-free de l'aéroport. Sur ces pages immaculées, j'entamais l'écriture, non pas de notes frénétiques ou en colère, mais d'un compte-rendu précis de chaque opération financière dont je me souvenais, horaire, date, montant. C'était la fondation d'une riposte minutieusement orchestrée. Mon téléphone vibra alors, un SMS de maman, « J'espère que tu as bien atterri. » Richard semble contrarié par quelque chose. Appelle-le dès que tu peux, d'accord ? Un pincement familier de culpabilité se fit ressentir, rapidement remplacé par une résolution inébranlable. Trop longtemps, j'avais vu ma mère tenter de pacifier les choses, de maintenir une paix de façade à tout prix. Ma réponse fut brève, tout va bien. Concentre-toi sur ton club de lecture. Je t'aime. À l'approche du soir, j'ordonnai un service en chambre, une soupe de tomates accompagnée d'un sandwich au fromage grillé, réconfort culinaire rappelant des temps plus simples. Le jeune serveur, Marcus, remarqua mon intense concentration sur le carnet. « Tu écris le prochain grand roman français », plaisanta-t-il. Je levai les yeux et esquissai un léger sourire. « Non, je rédige simplement ma propre histoire. » Marcus hocha la tête, disposant la couvert avec une aisance étudiée. Ce sont souvent les meilleures histoires, celles qui naissent du cœur. Une fois le serveur parti, je repris ma rédaction tout en dégustant mon repas, m'arrêtant parfois pour observer les lumières de la ville qui commençaient à scintiller dans la pénombre. Le calme ressenti en vol s'était transformé en une détermination silencieuse et inébranlable. Chaque souvenir consigné, chaque opération notée, ressemblait à une pierre posée sur le chemin qui me conduirait loin du chaos engendré par Richard. Je repensais à ces mots, « Tu n'accéderas jamais à l'université ». Quoi qu'il ait prédit sur mon avenir professionnel, il s'était toujours trompé, et pourtant il parvenait à garder sa main sur nos vies, jusqu'à aujourd'hui. La nuit s'approfondit, et les lumières de Lyon brillaient avec intensité. Par le hublot, j'apercevais des avions décoller et atterrir à l'aéroport, leurs feux traçant des trajectoires régulières dans le ciel noir. Chacun représentait le voyage de quelqu'un, l'histoire d'une vie. La mienne prenait un tournant inattendu, peut-être même inévitable. Avant de me coucher, j'inscrivis une dernière note dans mon carnet, différente des autres. Ce n'était ni une opération ni une date, mais une promesse à moi-même, la vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. C'était une parole que ma grand-mère me répétait souvent, tandis qu'elle confectionnait ces tartes aux pommes que maman tentait tant de reproduire pour Richard. À l'époque, je n'avais pas saisi tout son sens. Aujourd'hui, alors que je me préparais pour la présentation de demain et tout ce qui suivrait, je comprenais enfin. Ce calme que je ressentais n'était pas uniquement lié à Richard ou à l'argent qu'il avait dérobé. Il symbolisait la reconnaissance que, parfois, les réponses les plus puissantes se chuchotent doucement. En éteignant la lumière et en contemplant une dernière fois la ville qui s'étendait en contrebas, je savais que ce calme marquait non la fin, mais le commencement. Richard avait tenté de m'empêcher de voler, et, sans le vouloir, il m'avait donné l'impulsion nécessaire pour prendre mon envol. Le lendemain matin, le ciel clair et vif de Lyon s'annonçait, le soleil de septembre étirant ses ombres entre les gratte-ciels. Éveillé dès 5 heures, mes documents de présentation étaient éparpillés sur le bureau de ma chambre d'hôtel, mais mon esprit fonctionnait en double tempo. Tandis qu'une partie de moi répétait inlassablement les prévisions de marché et les stratégies de croissance, une autre assemblait minutieusement les éléments d'une toute autre présentation, celle qui, en fin de compte, forcerait Richard à répondre de ses actes. Ma réunion n'étant prévue qu'à 14 heures, j'avais le temps de mettre en place mon plan. Autour d'un café servi en chambre et d'un bagel à peine entamé, j'ouvris mon ordinateur et consultai mes emails personnels. Dans un dossier intitulé « Documents fiscaux 2022 », se trouvait l'ensemble des preuves que j'avais patiemment rassemblées durant les 3 dernières années. Chaque décision financière douteuse de Richard, chaque utilisation non autorisée des cartes de crédit de maman, chaque manipulation des comptes du foyer, j'avais tout consigné avec soin. Cette habitude avait commencé presque par hasard. À mes débuts chez Walker et Associés Conseil, on m'avait assigné à une affaire de malversation financière dans une entreprise de taille moyenne. La responsable, Marie Rodriguez, m'avait appris à suivre les pistes monétaires, à déceler les schémas cachés derrière des transactions apparemment anodines. Les chiffres racontent des histoires, me disait-elle, si tu sais les écouter. J'avais appliqué ces principes chez moi, d'abord pour protéger maman, puis pour me forger ma propre voie.
Aujourd'hui, ses compétences allaient servir un dessein bien différent. Je décrochai mon téléphone et composai le numéro de Marie. Bien que leur matinale à Lyon fût avancée, à New York, où elle s'était installée l'année précédente pour diriger la division d'expertise comptable, il était déjà en fin de matinée. Elle décrocha dès le deuxième son. « Et Émilie ? Quelle surprise !» Sa voix chaleureuse et familière se fit entendre. « Ne me dis pas que tu rencontres des problèmes pour la présentation de Lyon ? La présentation se passe bien, la rassurai-je, mais j'ai besoin de tes conseils pour autre chose, quelque chose de personnel. » Je me mis à lui exposer la situation, le compte détourné, des années de manipulation financière, la documentation minutieuse que j'avais gardée. Marie écouta sans m'interrompre, et j'imaginais qu'elle prenait déjà des notes, son esprit analytique en éveil. « Envoie-moi tout ce que tu as », me dit-elle une fois que j'eus fini. « Et Émilie, contacte Diane Chen du cabinet First Boston Legal. Dis-lui que c'est de ma part. Elle se spécialise dans ce genre d'affaires. » En moins d'une heure, j'avais envoyé des emails à Diane Chen et au professeur Moreau. Ce dernier, avec son expertise en éthique, pouvait apporter un éclairage précieux sur la dimension institutionnelle des agissements de Richard. J'avais aussi prévu une rencontre avec Julie le lendemain, dès mon retour à Paris. Chaque geste était comme un pion placé sur un échiquier, élaborant une stratégie que Richard ne verrait jamais venir. Le centre d'affaires de l'hôtel était désert lorsque je descendis pour imprimer quelques documents. Tandis que l'imprimante bourdonnait, produisant copie sur copie de relevés bancaires et de justificatifs, mes pensées vagabondaient vers le jour où Richard avait dévoilé ses premières facettes répréhensibles. Ce fut lors d'un dîner familial, environ 6 mois après son arrivée. Maman avait évoqué son envie de suivre un cours d'histoire de l'art au collège, et Richard, d'un ton apparemment encourageant, avait souri, hoché la tête, posé quelques questions sur le programme. Mais la semaine suivante, le prospectus avait mystérieusement disparu du salon, et le mois d'après, des réparations imprévues sur la voiture avalaient la somme que maman avait économisée pour ses études. Subtil, certes, mais cela instaurait un schéma. De retour dans ma chambre, j'ordonnai les documents imprimés en 3 dossiers distincts, chacun illustrant un aspect différent de la manipulation financière de Richard. Le premier rassemblait les preuves de son usage abusif des comptes de maman. Le deuxième détaillait comment il s'était immiscé dans mes économies destinées à mes études. Le troisième, peut-être le plus accablant, révélait un schéma de véritable maltraitance financière, patiemment observé et consigné sur plusieurs années. Mon téléphone vibra de nouveau, un SMS du cabinet de Diane Chen confirmait une consultation vidéo pour le lendemain matin. Une pièce du puzzle venait de s'ajouter. Je regardais l'heure, encore 4 heures avant ma présentation, et j'en profitais pour appeler mon vieil ami Thomas, désormais cadre dans l'agence BNP Paribas où je gardais mon compte d'épargne. Il faut que je sache exactement comment il a procédé, lui expliquai-je, après lui avoir fait promettre le silence. Chaque étape, chaque formulaire, chaque signature. Thomas resta silencieux un instant. Il est venu hier matin, finit-il par dire. Il avait tous les documents en règle, procuration, tout. Il prétendait t'aider à regrouper tes comptes pour des questions fiscales. Un nouvel instant de silence. Émilie, ces documents, ils étaient impeccables. Mais à la lumière de ce que tu me dis maintenant, ils ne pouvaient pas être authentiques. Peux-tu m'en envoyer des copies ? C'est déjà fait. Vérifie tes emails. Les faux documents étaient la pièce manquante dont j'avais besoin. Je l'ai ajouté à mon dossier grandissant, constatant comment Richard avait imité la signature de maman sur la procuration. C'était bien, très bien, mais pas parfait. Tout comme le reste de la façade soigneusement construite par Richard. À midi, j'ordonnai mon déjeuner, mais je ne mangeai guère, préférant arpenter la chambre d'hôtel en répétant ma présentation une dernière fois, tout en peaufinant ma stratégie pour gérer Richard. Ces 2 tâches, bien que différentes en apparence, exigeaient toutes 2 une préparation rigoureuse, une communication claire et une parfaite compréhension de la nature humaine. Je pensais à maman, sans doute en train d'aider bénévolement à la médiathèque locale, rangeant des livres et assistant les usagers, trouvant par petits moyens à préserver son indépendance malgré l'attitude déstabilisante de Richard. Elle m'avait toujours appris que l'éducation était la clé de la liberté, que le savoir était quelque chose que personne ne pouvait nous enlever.
Richard avait tenté de prouver le contraire en détournant mes économies pour financer ses propres besoins, mais en agissant ainsi, il ne faisait que démontrer à quel point maman avait eu raison. Les connaissances que j'avais acquises, les compétences développées, les réseaux que j'avais su bâtir, voilà les outils qui allaient me permettre de riposter. Le téléphone sonna et j'eus un email du professeur Moreau, acceptant de se porter garant en tant que témoin expert si nécessaire. La maltraitance financière se cache souvent derrière un vernis d'autorité légitime, écrivait-il. La dévoiler exige non seulement des preuves, mais du courage. Debout devant la fenêtre de ma chambre, regardant la silhouette de lion se dessiner, je caressais mes boucles de perles porte-bonheur. Dans quelques heures, je devrais donner une présentation susceptible de propulser ma carrière. Mais la véritable présentation, celle qui changerait tout, se préparait encore minutieusement. Richard pensait avoir gagné en s'appropriant mes économies, sans se douter qu'en réalité, il venait de me donner la raison finale de cesser de le protéger de ses propres agissements. La vérité, comme disait ma grand-mère, n'a pas besoin de crier pour être entendue, parfois, il suffit d'avoir la patience de rassembler tous ces éléments et la force de les laisser parler. 3 jours après mon retour de Lyon, je me gare dans l'allée de la maison sur la rue des Tilleuls. La présentation avait été un succès, salué par le client et un sourire fier de Julie. Pourtant, cette victoire semblait lointaine alors que je restais assise dans ma voiture, regardant les derniers rayons du soleil peindre notre maison blanche de nuances orangées et rosées. La même maison qui avait autrefois incarné le foyer chaleureux avant que la présence de Richard ne vienne en bouleverser l'atmosphère. Les rosiers de maman continuaient de fleurir, leur parfum estival se diffusant à travers la vitre entrouverte de ma voiture. Elle les avait plantés au printemps précédant l'arrivée de Richard, lorsque l'espoir teintait encore son monde. Désormais, ces fleurs semblaient témoigner de tout ce qui avait changé. Mes doigts se crispèrent sur le volant en apercevant la BMW noire de Richard dans le garage, sa carrosserie luisante reflétant les derniers éclats de lumière. Il était rentré plus tôt que d'habitude, chose inhabituelle pour un jeudi. La maison était silencieuse lorsque j'y pénétrai, ce silence pesant comme un souffle retenu. L'odeur familière de la lasagne de maman s'échappait de la cuisine, mêlée à celle du nettoyant à base de pain qu'elle utilisait toujours. Mais maman était absente. Un mot griffonné précipitamment sur le réfrigérateur m'indiquait qu'elle était en réunion avec son club de lecture, ce qui ne pouvait être qu'un subterfuge de Richard. Je le trouvais dans son bureau, exactement là où je m'y attendais. La pièce, autrefois le chaleureux bureau de mon père, orné de souvenirs sportifs et de photos de famille, avait été transformée en un antre sombre de bois massif et de cuir. Assis derrière un imposant bureau en acajou, un verre de scotch hors de prix à portée de main, il feignait de lire sur son ordinateur. « Émilie » lança-t-il d'un ton dédaigneux, mon prénom glissant comme une gifle sur sa langue. « J'imagine que ton voyage d'affaires fut fructueux ?» Je pénétrai pleinement dans la pièce, déposant ma mallette avec une précision mesurée. À l'intérieur se trouvaient des copies de chaque document que j'avais amassé, chaque preuve minutieusement recueillie. Les originaux étaient soigneusement répartis, l'un chez Julie, l'autre chez Diane Chen, et un troisième conservé en coffre-fort, grâce à l'aide de Thomas. Très fructueux, répondis-je d'une voix posée. J'ai d'ailleurs beaucoup appris sur la documentation financière et les exigences légales. Voudrais-tu en entendre le détail ? C'est alors que Richard leva enfin les yeux, ses regards se rétrécissant en une moue de mépris mêlée d'incertitude. Jamais je ne l'avais surpris adopter ce ton calme, presque plaisant, mais tranchant, comme s'il ne comprenait pas que je venais de le mettre en échec. L'expression de dédain se mêlait à une lueur de peur. « Je ne suis pas intéressé par tes présentations d'entreprise, » dit-il en se servant un peu trop vigoureusement de son verre de scotch. « Mais je suppose que je devrais te remercier pour ta contribution inattendue à mes finances. Très généreux de ta part. » « Parlons de cette contribution, » rétorquai-je en ouvrant ma mallette. Le bruissement des papiers résonnait dans le silence de la pièce. « Parlons précisément de la procuration que tu as utilisée pour accéder à mon compte. Celle arborant la signature contrefaite de maman. » Le verre se figea presque dans sa main. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Vraiment, déposai-je le document sur son bureau, accompagné d'une attestation notariale émanant d'un expert en écriture. « C'est curieux, car j'ai consigné avec une extrême précision comment tu as accédé à mon compte. »
Horaire, date, signature. Même les caméras de sécurité de la banque ont enregistré des images des plus révélatrices. Il posa son verre avec une violence inouïe, l'ambre se répandant dans le cristal. Tu dramatises. En tant que maître de cette maison. Tu n'as aucune autorité légale sur mes finances, l'interrompis-je, posant un autre document sur la pile. Voici une déclaration du service antifraude de BNP Paribas. Ils sont particulièrement intéressés par la manière dont tu as réussi à transférer des fonds d'un compte auquel tu n'avais aucun droit d'accès. Le masque d'amusement condescendant se fissura un instant. Ta mère? Elle ne sait même pas que tu utilises ses cartes de crédit sans son consentement. Ou que tu manipules ses relevés bancaires. Ou que tu l'isoles systématiquement de ses ressources financières. D'autres documents rejoignirent ceux déjà étalés sur son bureau. Le parquet s'intéresse de près à ce schéma de comportement. Richard se leva brusquement, renversant sa chaise qui heurta le mur. Va-t'en de mon bureau. Maintenant. Ton bureau, répondis-je en esquissant un sourire glacé. Tu ferais mieux de vérifier l'acte de propriété. Cette maison appartient à maman. De même, les économies que tu as détournées m'appartiennent. Comme la vérité, elles reviennent à ceux qui ont le courage de la proclamer. Le claquement d'une portière à l'extérieur nous fit détourner le regard. Maman venait de rentrer plus tôt de son club de lecture. Les yeux de Richard se fixèrent sur les papiers étalés sur son bureau, puis sur moi, où calcul et détermination remplaçaient peu à peu l'effroi. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il d'un ton bas et pressant. « Tu veux de l'argent ? Je peux le transférer en double, même. » Je rassemblai soigneusement les documents et les replaçai dans ma mallette. « Ce que je veux, c'est que tu comprennes ceci, chaque transaction, chaque document que tu signes, chaque décision financière que tu tentes de contrôler, je les surveillerai. Et je ne resterai plus silencieuse. » Insolente. S'étrangla-t-il, interrompu par le bruit de pas approchant. Maman apparut dans l'encadrement de la porte, vêtue de son cardigan bleu caractéristique de ses réunions littéraires, l'air inquiet. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Je me tournai vers elle, y voyant non seulement la mère qui m'avait protégée, mais aussi la femme qui m'avait appris à me défendre, même lorsqu'elle avait elle-même oublié comment le faire. « Tout est en ordre, maman. » Richard et moi discutions simplement de certaines transactions financières inhabituelles. En fait, il s'apprêtait à expliquer quelques opérations douteuses qu'il a effectuées récemment. Le regard venimeux de Richard en disait long, mais je discernais aussi une lueur de peur. Il savait qu'il était pris au piège, que son monde de contrôle et de manipulation s'effritait. « Sarah a appelé du club de lecture, » dit maman, toujours dans l'encadrement, mentionnant des relevés bancaires et des signatures. « Pourquoi ne pas tous nous asseoir ?» suggérai-je en sortant une chaise que j'avais apportée de la salle à manger plus tôt. Il est temps d'avoir une discussion familiale sur la transparence financière et la confiance. Les 2 heures qui suivirent furent intenses, ponctuées de révélations et de déni, des larmes silencieuses de maman et des tentatives désespérées de justification de Richard. Mais tout au long, je gardai le calme que j'avais trouvé lors du vol vers Lyon. Les preuves étaient accablantes, et les conséquences inévitables. Lorsque la nuit tomba complètement sur la pièce, 3 vérités s'imposèrent. Richard devait transférer la totalité de mes économies avant midi le lendemain, il signerait une convention de séparation financière volontaire rédigée par Diane Chen, et il déménagerait de la maison d'ici la fin de la semaine. Alors qu'il quittait le bureau, brandissant son verre de scotch comme un bouclier, maman se tourna vers moi, les yeux emplis de questions. Je la serrai fort dans mes bras, respirant le parfum familier de son eau de toilette mêlé à l'arôme persistant du café du club de lecture. « J'ai appris de la meilleure, » murmurai-je. « Tu m'as toujours dit que l'éducation était le véritable pouvoir. » Tu avais raison, juste pas dans le sens que Richard imaginait. Le printemps arriva plus tôt à Paris l'année suivante. Assise sur le petit porche de notre maison sur la rue des Tilleuls, regardant maman soigner son jardin de roses, il était difficile de croire combien de choses avaient changé en seulement 6 mois. L'air du matin était frais et pur, porteur de la promesse de nouveaux départs à chaque inspiration. Richard avait quitté la maison exactement comme convenu, emportant avec lui son scotch onéreux et son bureau en acajou, mais laissant derrière lui le poids de sa présence qui avait alourdi notre foyer pendant si longtemps.
Les premières semaines furent une période d'adaptation, maman sursautant au moindre bruit, nous apprenant ensemble à nous détendre dans ce silence enfin libéré de tension. Mais peu à peu, comme les roses émergeant d'un hiver endormi, nous recommençâmes à fleurir. Je pris une gorgée de café, souriante, tandis que maman, se redressant de son jardinage, saluait notre nouvelle voisine, Madame Patterson. Cette dame âgée, installée 3 mois auparavant dans la maison voisine, était rapidement devenue une visiteuse assidue, apportant biscuits faits maison et conversations réconfortantes. Ce genre d'amitié de voisinage, que Richard eût méprisée comme insignifiante, se révélait désormais être un fil supplémentaire tissant la trame de nos vies retrouvées. Les premières roses semblent splendides cette année, lança maman en essuyant ses mains sur son tablier de jardin. L'éclat dans ses yeux, autrefois atténué par les critiques incessantes de Richard, était revenu. Elle avait même commencé à enseigner l'histoire de l'art dans un centre culturel local, non pas en tant qu'élève, mais en partageant son savoir. L'ironie n'échappait à personne. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table de la véranda, affichant mon dernier devoir pour mon cours de management en ligne. Dès que Richard fut parti et que mes économies restituées, je m'étais inscrite immédiatement à un programme du soir à l'université Paris-Dauphine. Le monde de l'entreprise continuait de m'appeler, mais désormais, je bâtissais quelque chose de plus profond, une base de connaissances à jamais inaliénable. Émilie. La voix de maman me sortit de mes pensées. Et n'oublie pas que nous avons rendez-vous avec Julie pour le déjeuner aujourd'hui. Julie avait toujours été plus qu'une patronne pour moi, elle était devenue une mentor et une amie. Lorsque je lui avais enfin raconté toute l'histoire, elle avait non seulement soutenu ma décision de poursuivre mes études, mais aussi réorganisé mon emploi du temps pour m'accorder des cours. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir de notre entreprise, m'avait-elle dit avec un clin d'œil complice. Mon téléphone vibra à nouveau, un message de Thomas à la banque, réunion du comité de bourse aujourd'hui. Ta candidature est solide. Je croise les doigts. Après tout ce qui s'était passé, je m'étais même engagée comme bénévole dans un programme d'alphabétisation financière, aidant les jeunes à protéger et gérer leurs ressources. Thomas m'avait encouragée à postuler pour leur bourse d'éducation, même si je n'étais qu'une bénévole. Le soleil du matin montait haut, dessinant des ombres dansantes sous le vieux tilleul qui donnait son nom à notre rue. Je me rappelais m'être assise sous cet arbre, enfant, lisant des livres et rêvant d'un avenir qui me semblait alors impossible. Aujourd'hui, ces rêves paraissaient moins lointains. Je pense repeindre le bureau, déclara maman en s'installant sur le fauteuil de la véranda à côté de moi. La pièce était restée quasiment intacte depuis le départ de Richard, tel un musée des mauvais souvenirs que nous n'étions pas encore prêtes à bouleverser. Peut-être en bleu clair, comme le ciel, pour ouvrir l'espace. Je lui pris la main avec douceur. La bague en or qui symbolisait jadis son attachement à Richard avait disparu, remplacé par ce bracelet argenté offert par ses amis du club de lecture en guise de cadeau de libération. Ces femmes, que Richard avait autrefois dénigrées comme de simples commères, avaient été un soutien inestimable durant ces jours de transition. Et d'ailleurs, poursuivis-je, Diane Chen m'a appelé hier. Les derniers papiers relatifs à la séparation financière sont finalisés. C'est vraiment terminé. La main de maman se crispa légèrement. Je n'arrive toujours pas à croire à ta force face à tout ça. Comment as-tu su qu'il fallait conserver tous ces documents? Je songeais à Marie Rodriguez, ma mentor chez Walker et associé conseil, qui m'avait enseigné l'art de déceler les irrégularités financières, et au professeur Moreau, dont les éclairages en éthique avaient contribué à bâtir notre dossier. Puis, il y avait Julie, qui m'avait prouvé que la réussite professionnelle pouvait rimer avec intégrité personnelle. J'ai eu de bons professeurs, répondis-je simplement. Et pas seulement ceux de la salle de classe. Au loin, des enfants jouaient dans le parc du quartier, rendant ce samedi paisible et ordinaire, presque miraculeux après des années sous l'emprise de Richard. Mon téléphone vibra encore, un email de Diane Chen annonçant que l'atelier d'alphabétisation financière que j'avais proposé, destiné à aider les victimes d'abus économiques, avait été approuvé par son cabinet. Elle voulait que j'aide à élaborer le programme, m'inspirant de mon expérience personnelle et professionnelle pour transformer la douleur en force. Le club de lecture de Madame Patterson lit le roman que tu avais recommandé, lança maman en souriant. Elle avait intégré, en plus de son club habituel,
celui de la voisine, de petites actions d'indépendance qui, cumulées, prenaient tout leur sens. Le roman sur la femme qui lance sa propre entreprise après un mariage raté. Elles aimeraient que tu viennes parler lors de leur prochaine réunion. Je risais doucement. Moi? De quoi pourrais-je parler? D'espoir, répondit-elle simplement. De résilience. De la voie à suivre. Une brise légère fit vibrer les carillons que nous avions accrochés ensemble, leur mélodie se mêlant au chant des oiseaux et aux rires lointains. Les roses du jardin se balançaient, leurs pétales captant les rayons du soleil. À cet instant, tout semblait possible, l'avenir s'étalant devant nous tel un chemin ouvert. Une notification surgit sur mon ordinateur. Le prochain devoir pour mon cours portait sur les pratiques commerciales éthiques et la responsabilité financière. L'ironie me fit sourire. Chaque leçon, chaque défi, chaque petite victoire me conduisait vers une compréhension nouvelle de moi-même. Je suis fière de toi, murmura maman, doucement. Non seulement pour avoir tenu tête à lui, mais aussi pour aider les autres à retrouver leur force. En la regardant, je vis non seulement ma mère, mais la femme qui avait trouvé en elle une force insoupçonnée, qui enseignait l'histoire de l'art, qui replante ses roses et riait à nouveau avec ses amis. Elle m'avait prouvé qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer. J'ai appris de la meilleure, répliquai-je, reprenant mes mots de cette fameuse soirée dans le bureau de Richard. Mais cette fois, il portait un sens nouveau, non seulement pour affronter l'injustice, mais pour aller de l'avant, pour bâtir quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui était brisé. La matinée s'écoulait paisiblement autour de nous, à la fois ordinaire et extraordinaire dans sa liberté. Mes documents de cours attendaient sur mon ordinateur, mes notes pour l'atelier d'alphabétisation financière demandaient à être relues, et le déjeuner avec Julie n'était plus qu'à quelques heures. Mais pour l'instant, je restais là, assise avec maman sous le soleil printanier, écoutant le tintement des carillons et observant les roses s'ouvrir, consciente que parfois les plus grandes victoires ne se jouent pas dans l'affrontement grandiose, mais dans ces matins tranquilles emplis de promesses. L'avenir s'étendait devant nous, non comme un chemin d'évasion, mais comme une route d'opportunité. Chaque pas, chaque petite réussite, chaque instant de sérénité témoignait de la force que nous avions retrouvée non seulement en tenant tête à Richard, mais en croyant en nous et en la puissance de nouveaux départs.